Je résiste pas, bien que je vais vous parler quasi exclusivement, pardon, du VIH durant mon exposé, mais je résiste pas, puisqu'on a parlé bilharziose avant, à vous raconter deux anecdotes qui doivent nous faire réfléchir sur les relations entre recherche, aide au développement et maladie, et qui concernent, la bilharziose et deux grands fleuves d'Afrique. Alors, la première histoire, c'est au Sénégal, c'est le fleuve Sénégal qui, je vous rappelle, se jette dans l'océan Atlantique à Saint-Louis du Sénégal, qui fait une sorte de coude avant de se jeter dans l'Atlantique. Et il y a maintenant de quelques années, enfin il y a une quinzaine d'années, il y a eu un très grand barrage qui a été construit juste avant Saint-Louis du Sénégal, qui a fait la richesse de toute cette vallée du Sénégal, qui, en termes à la fois de développement économique, de développement sociétal, est devenue vraiment un des endroits riches, je dirais, de ce pays. Alors, le problème, c'est que ce barrage, il empêche l'eau salée de remonter. Et donc, dans toute cette zone où la bilharziose avait quasiment disparu, eh bien maintenant, elle est de nouveau infectée de façon très majeure par la bilharziose. Et c'est justement une zone qui est très peuplée maintenant, puisque c'est une zone qui est très riche. Alors, comment la recherche là, réintervient dans ce duo un peu infernal? Bon, l'INSERM mène, avec différentes équipes françaises, un essai de vaccination, non pas contre la bilharziose, mais contre la récidive de bilharziose. C'est un grand essai Bilvax qui porte sur les enfants. Et c'est, bon, je me suis pas du tout, je m'occupe pas de cet essai, mais je fais partie un peu du comité de surveillance de cet essai, parce qu'il y a des mots un peu difficiles. C'est l'Afrique, c'est les enfants, c'est vaccins, enfin, vous voyez, c'est difficile quand même à monter. Et ce qui me frappe, c'est de voir les politiques sénégalais qui sont dans une douce difficulté entre qu'est-ce qu'on fait. On a laissé s'établir à la fois cette zone très riche et puis de nouveau une récidive de la bilharziose, et qui attendent de cet essai vaccinal des choses que ne leur donneront pas les scientifiques. Hein. Un essai vaccinal, il va être positif ou négatif. Bon, et eux, ils sont totalement persuadés que cet essai va être positif, ce qui va leur permettre de poursuivre, je dirais, ce développement. Donc ça montre certaines difficultés. Deuxième anecdote, enfin qui n'est pas une anecdote, qui est une histoire vraie, c'est en Égypte, après une des guerres israélo-égyptiennes qui a été perdue par l'Égypte. Nasser, dans sa grande bonté, décide que pour le peuple, d'abord il décide de démissionner, évidemment tout le peuple égyptien décide que le raïs devait rester, et le raïs décide d'apporter quelque chose à sa population. Et il apporte, justement pour traiter la bilharziose qui existait sur le Nil, il apporte le praziquantel par voie intramusculaire. Hein, ce médicament peut être mis de différentes façons, mais par voie intramusculaire. Et ainsi fut fait, et une partie de la vallée du Nil, jusqu'à 300-500 km après le Caire, a été vaccinée. C'est là où il y a 90% de la population égyptienne. Tout allait bien, sinon que les seringues n'étaient pas changées. Les seringues n'étaient pas changées, pour probablement beaucoup d'aiguilles non plus n'étaient pas changées. Et on se retrouve 25 ans plus tard avec la plus grande épidémie d'hépatite C au monde, 14 millions d'hépatite C en Égypte. Donc ces deux anecdotes qui n'enlèvent en rien tous les mécanismes de prévention doivent quand même beaucoup nous faire réfléchir sur les aspects de relation entre finalement le progrès d'une certaine façon qu'il faut relativiser à certains moments dans les grandes approches de santé publique. Alors, je ne vous parle pas du tout de ça aujourd'hui, je vais vous parler de finalement quelles grandes leçons à tirer, quels sont nos grands challenges dans l'infection à VIH. Donc, et en abordant plusieurs points, d'une part certains aspects sur la pathogénie actuelle, les limites du traitement antirétroviral, et puis deux grands objectifs qui sont pour nous, est-ce qu'on va être capable de se débarrasser de ce virus, c'est ce qu'on appelle cure en anglais, les nouvelles opportunités en termes de prévention, et ça rejoindra totalement ce qu'a dit Philippe, c'est-à-dire finalement le traitement comme un outil de prévention et pas seulement comme un outil thérapeutique, et puis quelques challenges et priorités dans le domaine avec les pays du Sud. Alors, cette épidémie, c'est un peu une épidémie oubliée, parce qu'on en parle moins qu'avant, on en parle de façon anecdotique à certains moments. C'est néanmoins 34 millions de personnes qui sont touchées par le VIH, et essentiellement, vous le voyez, dans les pays du Sud. En France, on a à peu près 140 000 personnes qui sont touchées.
c'est la deuxième cause de mortalité. Ce n'est pas la première. Hein. La slide tout à l'heure de Philippe montrait bien que c'était les infections, c'est à la fois les infections respiratoires et les infections digestives. Un des points aussi qui est à retenir, c'est que plus de 60% des personnes qui sont touchées dans le monde ne connaissent pas leur séropositivité. Hein, le calcul des 34 ou des 35 millions de personnes qui sont touchées, c'est un calcul théorique issu de calculs biomathématiques, mais l'immense majorité des personnes n'ont jamais été dépistées. Donc elles ne connaissent pas leur séropositivité, tout avec les conséquences pour elles-mêmes et évidemment en termes de prévention. Alors, l'ANRS, c'est une agence nationale de recherche qui est financée par l'État en France, qui est la communauté française depuis la découverte du VIH est très, très pushy dans le domaine de la recherche, et j'y reviendrai, et se situe en deuxième position internationale au niveau production scientifique, alors que globalement, en biologie santé, la France se situe plutôt en cinquième ou sixième position. Donc, comme toute agence, on a quelques grandes priorités. Et vous voyez qu'on retrouve les mots-clés. Le réservoir, donc est-ce qu'on peut se débarrasser de ce virus? La prévention, et pour prévenir, il faut tester, être capable de définir et de tester les personnes. Le développement d'un nouveau vaccin et sur quoi on bute, et puis avec une vision évidemment nord-sud et avec certains aspects médico-économiques. Alors on est parti, je vous rappelle, de cette découverte qui est un signe d'appel clinique dans un petit journal. C'est pas un très très grand journal, c'est pas l'impact factor de Science ou de Nature, mais c'est un journal qui a le mérite, ce journal américain qui est édité par le CDC, de pouvoir, à l'époque, pousser des signaux d'alerte. Maintenant, c'est probablement dépassé avec le web, on a d'autres signaux d'alerte possibles, mais à l'époque, ça avait touché une série de gens, qui était la description d'infections opportunistes chez les homosexuels américains. Alors, à partir de là, après, il y a toute l'histoire. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer les premières slides et les premières photos. Ils ont un peu vieilli depuis cette date, qui est donc une découverte faite à l'Institut Pasteur, par le trio avec Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi, mais aussi Jean-Claude Sherman. Et puis, une série de scientifiques français ont très largement participé, et en particulier de cliniciens et de virologues français de l'assistance publique ont participé à la découverte de ce virus. Pourquoi cette slide, finalement? Parce que d'emblée, il y a eu autour de cette maladie un effort autour de la recherche translationnelle. Et vous voyez que c'était le titre de mon exposé. Cette recherche qui est sous mot translationnel, on évoque des choses un peu curieuses à certains moments. On vient de la recherche fondamentale, on va poser des questions chez l'homme, ou au contraire, on est frappé par des questions chez l'homme et on revient à des questions de recherche fondamentale. Somme toute, je ne suis pas un fanat du terme, parce que ce qui compte, c'est de la bonne recherche, et qu'elle soit translationnelle ou de basic science, ça n'a pas d'importance. Mais enfin, d'emblée, il y a eu cette interaction de très multidisciplinarité dans le domaine du VIH. Alors après, il y a eu une série de découvertes, et on est maintenant à 30 ans, et d'ailleurs au mois de juin de cette année, à l'Institut Pasteur, il y a un colloque pour fêter les 30 ans de la découverte du VIH, organisé à la fois par l'Institut Pasteur, le NIH, donc l'organisme de recherche américain, et l'ANRS, sur, finalement, passons pas trop de temps sur les 30 ans qui viennent de passer, moi non plus, je vous rassure, j'y passerai pas du temps, mais quelles sont les grandes questions de 2013? Est-ce qu'il y a encore des grandes questions pour 2013? Est-ce qu'il y a encore des questions de recherche? Ou est-ce qu'on est déjà passé dans des domaines uniquement de santé publique et de mise en œuvre de programmes opérateurs? Alors, il y a vraiment toute une série de grands papiers sur lesquels d'ailleurs la France a très largement participé, qui ont apporté des points importants et qui ont été, je dirais, à certains moments des moments clés sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, la séquence, et sur l'aspect très fondamental des séquences de l'ensemble des gènes de ce virus, puis ensuite la découverte de médicaments. Enfin, tout ça, c'est fait de façon relativement structurée. Il y a une assez belle histoire à raconter sur comment on est passé à tout moment d'aspects très fondamentaux à des aspects de recherche translationnelle. Alors si maintenant on se pose la question de quelles grandes questions actuellement, eh bien la première c'est sur des aspects de physiopathogénie. Pourquoi ce virus finalement reste un virus à part les autres, et alors que normalement toute réponse antivirale, toute réponse immunitaire antivirale permet soit d'éliminer, soit de vivre avec. On est tous dans cette salle avec toute une série de virus qu'on contrôle parfaitement avec un système immunitaire qui est adapté, qui est capable de s'adapter. Ce qui n'est pas le cas pour le VIH, et il y a une série d'éléments qui vont jouer un rôle
sur à la fois pourquoi on s'infecte avec ce virus et une fois qu'on est infecté, pourquoi on évolue plus ou moins rapidement vers la maladie avec une série de déterminants qu'on commence maintenant à mieux connaître, qui sont des déterminants en partie génétiques, certains aspects génétiques jouant d'ailleurs sur la qualité de la réponse immune qui va contrôler le virus. Alors, ce virus, on le connaît bien maintenant, c'est un provirus, il intègre notre DNA humain, et on sait maintenant, on sait mieux où il intègre dans le DNA, et vous verrez que c'est important parce que si on sait mieux où il intègre dans le DNA humain, ça veut dire qu'on peut imaginer aller commencer à y toucher peut-être de façon préférentielle sur les zones où il est intégré. Et une fois qu'il est intégré, il fait que la cellule est activée, donc il y a en permanence une relation entre ce virus intégré et l'activation cellulaire qui est la cellule qui l'anime. Eh bien, il produit une série de protéines, et ces protéines sont la cible des antiviraux. Les fameuses trithérapies, ce sont des médicaments qui sont dirigés contre des enzymes du virus qui sont nécessaires pour sa replication, la reverse transcriptase, l'intégrase du virus, la protéase du virus. Et là, on a finalement toute la famille des médicaments qui sont à notre disposition. Additionné à ça, il y a deux types de médicaments qui ne sont pas dirigés contre les enzymes nécessaires à la replication du virus, mais qui sont dirigés plutôt contre des protéines de l'hôte, cette fois-ci, de l'hôte, qui sont des récepteurs de l'hôte, nécessaires pour l'entrée et ou la replication de ce virus. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de fusion ou les inhibiteurs de récepteurs de ce virus, puisque ce virus, pour entrer, a besoin de deux récepteurs. Un, la molécule CD4, ce qui fait qu'il y a vraiment un déficit immunitaire, et deux, toute une famille qu'on appelle la famille des chimiokines, et sur lequel on a été capable de fabriquer en assez peu de temps, finalement, des médicaments. Alors, si maintenant, on va voir quels sont les challenges sur, à la fois, la recherche clinique et ces médicaments. Est-ce qu'on va être capable un jour d'avoir une cure du virus ? Peut-être se poser des questions en termes de prévention, et on abordera un petit mot de vaccin, et puis on terminera sur pays du Sud. Alors, en termes de traitement, on ne peut traiter que les gens qui se connaissent séropositifs. Donc, cette diapositive vous montre ce qu'est la situation en France, où il y a environ 150 000 personnes séropositives. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité, d'où 120 000, on appelle ça l'épidémie silencieuse, on est à 120 000. Parmi ces 120 000 qui ont été diagnostiqués, qui connaissent leur séropositivité, il y en a un certain nombre qui rentrent dans le système de soins, environ 110 000. Parmi ceux-là, il y en a 95 000 à peu près qui sont sous traitement antirétroviraux. Et l'objectif du traitement antirétroviral, de ces combinaisons de médicaments, c'est d'aboutir à un virus dit indétectable, c'est-à-dire qu'on peut bloquer complètement la multiplication de ce virus et vivre avec, et c'est ce qui est une bonne partie des patients que nous suivons. Et vous voyez que dans cette cascade, entre le nombre de séropositifs et le nombre de patients qui arrivent véritablement à ce qu'est le goal de la trithérapie, ça représente 56% des patients. Donc c'est à la fois bien, c'est un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide, mais on n'est pas à 100%. Alors rassurez-vous, et ça c'est une photo qu'aiment beaucoup nos ministres actuellement, si je mets exactement malheureusement je ne l'ai pas mis, enfin je vais vous la raconter, si je mets exactement les mêmes chiffres aux États-Unis, eh bien nous ne serons pas à 56% à la fin, mais on va être à 20%. C'est-à-dire que l'ensemble du système de soins en France, et c'est probablement, on peut imaginer que c'est un peu la même chose en Allemagne et en Angleterre, aboutit à ce type de résultat, alors que dans un système qui est très largement performant au niveau qualité de recherche, de prise en charge, etc., mais qui l'est moins en termes de santé publique, eh bien, ça le montre très clairement parce qu'il y a une population en situation difficile aux États-Unis et qui est infectée par le VIH, ils font beaucoup moins bien. Et donc, il y a une certaine forme de fierté nationale à pouvoir parler de ces résultats. Alors, les limites du traitement antirétroviral, eh bien, on ne sait pas éradiquer ce virus. Quand on prend une trithérapie, combinaison qui s'est beaucoup simplifiée, quand on a démarré les trithérapies en 96, c'était 25 comprimés par jour. Maintenant, un seul comprimé par jour, le soir, et vous avez une trithérapie qui est efficace. Mais ça ne permet pas d'éradiquer ce virus. On arrête la trithérapie au bout de 15 jours, 3 semaines. Pour l'immense majorité des patients, le virus repart
et même si on est traité depuis 5 ans, le virus repart immédiatement. Il n'y a donc pas eu d'éducation du système immunitaire pendant la période où le virus ne repliquait pas et donc était incapable de détruire le système immunitaire. Donc ça, c'est une première question. On n'est pas capable ni d'éradiquer le virus, ni d'éduquer suffisamment le système immunitaire pendant le moment où on traite. Deuxième grande question, c'est qu'il y a une toxicité des antirétroviraux, c'est ma remarque de tout à l'heure. Tout médicament efficace a des effets secondaires. Les antirétroviraux ont plein d'effets secondaires et un certain nombre de patients le montrent sur leur visage. Il y a des complications cardiovasculaires, il y a toute une série d'intolérances, il y a plus de cancers, plus de troubles neurocognitifs avec des maladies type Alzheimer qui surviennent à l'âge de 50 ans. Enfin, c'est pas du tout... quand d'un côté je disais c'est un seul comprimé par jour, mais l'infection à VIH sous traitement au nord en France dans les meilleures conditions reste quelque chose d'extrêmement lourd, y compris au plan médical, sans parler du problème sociétal. Après, il y a bien sûr l'adhérence au traitement est parfaitement nécessaire parce que la marge de manœuvre entre l'acquisition de résistance et l'efficacité est faible. Et puis, la restauration immunitaire est incomplète puisqu'il y a une partie des patients qui n'arrivent pas à passer la barre des 500 CD4. Et ce sont ces patients qui, justement, développent plus des cancers, plus des troubles neurocognitifs, plus des troubles cardiovasculaires. Il y a donc bien une relation entre activation et infection. Donc les priorités pour nous, elles sont peut-être plus tellement sur le virus, bien sûr toujours sur le virus, mais vous voyez sur des mots, cancer, finalement un traitement précoce pour diminuer l'activation et l'inflammation, parce que beaucoup de choses se jouent dès le début de l'infection, et l'inflammation chronique va conduire à plus de complications cardiovasculaires. Bien sûr les questions autour de l'éradication, et donc c'est des questions qui sont très différentes de celles que nous avions il y a quelques années pour les patients du Nord. Les patients du Sud, j'en parlerai après. Alors, un des points importants qui fait que l'infection à VIH ne doit pas être sur elle-même, elle doit être pas, et les chercheurs et l'activité, y compris de l'agence d'ailleurs, ne doit pas rester trop sur elle-même. Il faut qu'on s'appuie sur d'autres et qu'on s'ouvre sur d'autres grandes questions et d'autres, je dirais, fenêtres scientifiques et qu'on ouvre les fenêtres. Pourquoi ? Parce que finalement, les problèmes qui restent, ce n'est pas seulement contrôler un virus, mais c'est aborder tout ce qui tourne autour d'activation, d'inflammation. Et c'est des mots qu'on retrouve dans une série de pathologies et d'autres pathologies infectieuses, et de trouver un certain nombre de médicaments un peu nouveaux, différents des antirétroviraux classiques. Bon, ça vous le représente finalement de façon plus parlante peut-être, cancer, lymphome, un vieillissement prématuré au niveau cérébral, des artères, les complications cardiovasculaires et la relation avec l'activation et l'inflammation. Donc c'est le message en fait que je vous demande de retenir, c'est qu'à côté des antirétroviraux, il y a tout en ce moment une réflexion scientifique, une réflexion clinique et de traitement qui est, oui, mais nous passons à côté d'autres choses et d'autres portes qu'il faut savoir ouvrir en termes d'activation et d'inflammation pour une maladie chronique telle qu'elle est, à défaut d'éradication. Alors, l'éradication, est-ce que c'est un rêve ou pas ? Ça a été mis sur l'agenda de la recherche scientifique, je dirais de façon très, très officielle. Philippe disait tout à l'heure qu'à certains moments, il fallait savoir prendre des risques et savoir monter des gros consortiums pour attirer finalement, et ça a été vrai sur les maladies négligées, c'est ce qu'on a tenté de faire sur le problème des réservoirs. Et ça a été porté par Françoise Barré-Sinoussi, notre prix Nobel de Pasteur, qui, dans le cadre de l'International AIDS Society, a dit il y a 2 ans, mais finalement, on ne peut pas rester comme ça, avec uniquement des patients qui sont traités. Il faut qu'on cumule de la science et des engagements politiques et de nouvelles voies de recherche autour de est-ce qu'on est capable d'attaquer le réservoir. Alors, certains scientifiques disent c'est pas possible, vous n'y arriverez pas, c'est un provirus, c'est du DNA, il est intégré, et donc on ne connaît pas un seul exemple, y compris chez l'animal, de rétrovirus qu'on a pu éradiquer, donc c'est une gageure et vous n'y arriverez pas. D'autres, au contraire, moi je suis plutôt de cela, bien qu'étant pas virologue, se disent de toute façon, je ne sais pas, mais si on ne tente pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, ça c'est clair, hein, et il faut peut-être se poser la question de, bon, ok, pour l'instant on n'a pas les outils, mais si on ne se donne pas les moyens d'avoir les outils, ben, on n'y arrivera pas. Alors, c'est ce type d'approche qui est actuellement en cours
en cours d'élaboration, je dirais, où toutes des équipes françaises, internationales, se sont réunies autour de ce concept, finalement, de comment peut-on aboutir à l'éradication de ce virus, en sachant qu'on a probablement affaire à deux choses. Quand on parle d'un virus qui est chez un patient, qui est traité par une trithérapie depuis des années, et qu'on se pose la question, est-ce qu'il s'agit uniquement d'une infection latente, avec un provirus intégré, DNA, intégré au sein de notre DNA, et qui ne bouge pas, bon, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a une replication résiduelle en permanence qui est in situ dans des territoires, dans le tissu lymphoïde profond, dans le tissu lymphoïde associé à la graisse, dans le tissu lymphoïde associé au tube digestif, et qu'on ne le voit pas parce qu'il y a une charge virale indétectable dans le sang, mais on ne voit que ce qu'on peut regarder. Et donc, est-ce qu'on a affaire à vraiment de la latence vraie, au sens virologique du terme, ou au contraire à quelque chose qui est plus de la replication résiduelle qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas la bonne loupe pour regarder, le bon endroit pour regarder. Donc il y a déjà cette première question qui est une question de fond, et qu'est-ce qui finalement fait, qu'est-ce qui joue dans le contrôle de la replication résiduelle s'il y en a une, et on retombe sur les mots-clés, c'est-à-dire inflammation et puis activation cellulaire, en particulier d'ordre immunologique. Alors, après, si on aborde finalement l'éradication, on a deux mots, enfin deux façons, je dirais, de voir les choses. Soit l'éradication vraie, et on est bien là dans l'éradication et on veut complètement enlever ce virus, soit au contraire dans ce qu'on appelle une cure fonctionnelle, en augmentant par exemple l'immunité cellulaire ou en modifiant les résistances de l'autre. Et une cure fonctionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le virus, il est encore présent, mais que l'organisme est capable de le contenir. Et c'est un peu différent d'avoir une éradication complète, c'est même très différent, ou bien au contraire d'avoir un virus qui est sous contrôle, ce qui n'est pas le cas dans l'infection HIV. Et alors, c'est donc les deux modèles finalement entre l'éradication et puis la rémission fonctionnelle. Alors, là, c'est l'intérêt, je dirais, du mot recherche sensationnelle. On a ces deux grandes questions. Qu'est-ce qu'on a en fait dans la vie en vrai? Qu'est-ce qui se passe chez les patients? Et est-ce qu'on a des exemples qui permettent d'aller vers tel ou tel type de direction? Alors, l'éradication, il y a un seul patient dans le monde qui a été véritablement éradiqué. Et encore, il y a une série de questions sur, finalement, est-ce qu'il ne reste pas un petit peu de DNA? C'est un patient très particulier qui était un patient VIH qu'on appelle le patient Berlin, parce que ça s'est passé à Berlin, qui a développé une maladie hématologique maligne, qui a bénéficié d'une chimiothérapie et d'une greffe de moelle, et les équipes de Berlin l'ont greffé avec une moelle d'un donneur qui était compatible au niveau de son HLA, mais surtout qui avait la particularité de ne pas exprimer un des corécepteurs du virus, c'est-à-dire qu'on appelle le CCR5. C'est-à-dire une des molécules qui est absolument indispensable pour que le virus rentre. Donc ils l'ont greffé avec cette moelle. Et puis ensuite, le malade a été bien, il avait guéri de sa maladie hématologique, puis il a poursuivi son traitement antirétroviral, et à un moment donné, ce patient a arrêté son traitement. Ce n'est pas les médecins qui ont arrêté le traitement, c'est lui qui l'a arrêté. Bon, et puis ils ont regardé, et ils n'ont plus trouvé de virus. Bon. Et il y a donc eu après, ça a attendu 1 an, la communauté n'y a pas cru, a dit c'est une erreur, puis il y a une deuxième publication, et on a maintenant 5 ans de recul, c'est le seul patient dans le monde qui est considéré comme une véritable cure. Alors par contre, sur le mot rémission, on a un modèle très particulier. Et vous savez qu'en science, on aime bien avoir les modèles, et en particulier dans les modèles animaux, dans les modèles souris, c'est plus facile d'avoir des souris KO que d'avoir des contrôleurs, par exemple. Et nous avons une catégorie de patients très particuliers qui s'appellent les patients contrôleurs du VIH, et en particulier les élites contrôleurs, qui représentent moins de 0,1% des patients séropositifs. Moins de 0,1%. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt en termes de santé publique. Mais par contre, ce sont des patients qui sont infectés depuis plus de 10 ans, qui ne reçoivent pas d'antirétroviral, chez qui on ne trouve pas de virus dans le sang, et qui n'a pas de déficit immunitaire et qui ne développe pas de maladie. C'est-à-dire que c'est une infection dûment authentifiée par le VIH, mais qui est parfaitement bien contrôlée. Donc c'est une façon de contrôle fonctionnel de la maladie. Donc nous avons l'exemple sur un petit nombre. En France, on a constitué sous l'égide de l'ANRS une grande cohorte où nous avons à peu près 350 patients, parce qu'évidemment, c'est des patients
qui sont très recherchés par les équipes de recherche. Il y a toute une série de consortiums qui essaient de comprendre. Est-ce que c'est un virus particulier? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont des modes de vie particuliers? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont un génome? Et ils ont été étudiés avec tout ce qu'évoquait Philippe tout à l'heure en termes de genome-wide. Et est-ce qu'ils ont des zones particulières à l'intérieur de ça? La réponse est oui. Est-ce que ces zones contrôlent ensuite une réponse immunitaire particulière? La réponse est oui aussi. Donc on commence à mieux cerner que ce sont des patients qui ont la capacité, dès le début de l'infection, d'avoir une réponse immunitaire parfaitement appropriée au premier temps du cycle de réplication virale. Donc voilà, c'est en gros, c'est vers aussi ce type de stratégie qu'on s'oriente, et avec donc une sorte de grand consortium au niveau mondial, qui est en train la France y participe très largement, qui est en train de s'attaquer à ce problème de cure, et où on peut dire que, en tout cas, parmi les pistes, ça ne reposera pas sur des antiviraux classiques. Les antiviraux classiques ne feront rien sur le DNA intégré. Ça reposera soit sur des nouvelles familles de médicaments de type immunostimulants qui stimulent l'immunité dans certaines conditions, soit au contraire sur des familles qui vont plus se rapprocher d'anticancéreux. Et somme toute, y a-t-il une énorme différence entre une cellule qui est infectée de façon résiduelle et une cellule cancéreuse qui reste après un traitement de type chimiothérapie ciblée ou qui est sous contrôle avec une chimiothérapie ciblée? Les questions sont à la fois éloignées, mais peut-être pas tant que ça. Et donc, on est en train de tester, dans la pathologie VIH, sur à la fois in vitro et maintenant sur des premières données de phase 1 et 2, des molécules qui n'ont rien à voir avec le virus, mais qui tournent autour des inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont utilisés dans certains cancers. Enfin, c'est une approche complètement nouvelle, complètement renouvelée autour de ça. Alors, quelques éléments maintenant sur la prévention, et on va rejoindre finalement ce qui a été évoqué sur le traitement comme prévention. Et pour s'apercevoir que finalement, le traitement, c'est un outil de prévention, et quand on prévient, finalement, c'est aussi une forme de traitement. Donc, c'est les mêmes questions finalement que sur d'autres maladies infectieuses. Donc, la carte, plus c'est rouge, plus la prévalence incidence est forte, et donc on voit très bien où se passent les enjeux. C'est essentiellement en Afrique subsaharienne, mais avec une série de niches aussi, et en particulier en Asie, en Asie centrale, où il y a en ce moment un regain d'épidémie. En France, c'est une épidémie qui ne s'est pas généralisée. L'élément nouveau, peut-être, c'est qu'on n'ose plus en parler de qui est infecté en France actuellement. Il y a environ 8000 nouvelles contaminations chaque année, donc elle se poursuit. Ce n'est pas le drame, mais elle se poursuit. C'est beaucoup quand même, 8000 nouvelles contaminations. Surtout qu'on n'a pas fait de progrès. Il y a 10 ans, je vous aurais dit qu'il y avait déjà 8000 nouvelles contaminations. Et qui s'infectent? Il y a trois, je dirais, catégories, grandes catégories. Je ne porte pas de jugement du tout moral. Premièrement, la jeune population homosexuelle, qui continue et qui ne connaît pas l'histoire du sida et qui prend des risques. Deuxièmement, les migrants en France, et en particulier les femmes migrantes, qui sont souvent des deuxièmes épouses et qui ne connaissent pas le statut séropositif de leur mari. Et puis, une troisième catégorie qui est, alors là, des choses pas plus classiques, je dirais, mais qui correspond dans la population générale, des gens qui prennent des risques à des temps de vie, qui ne se considèrent pas comme une population à risque, mais qui a pris des risques parce qu'il y a eu des changements dans leur vie, et qui ont pris des risques et qui se découvrent avec une séropositivité beaucoup plus tardivement, et c'est d'ailleurs ceux qui sont dépistés le plus tard, finalement. Donc, dans une certaine mesure, on sait les populations cibles maintenant. Alors, j'aurais pas pu vous en parler aussi librement il y a quelques années, parce qu'il y avait une sorte de tabou, de façon à, je dirais, avec une sorte de crainte de ne pas montrer du doigt telle ou telle catégorie. Et en particulier, c'était le cas pour les homosexuels, appelons un chat un chat. Et les associations de patients étaient très braquées là-dessus. Les médecins, on est dans cette pathologie depuis des années, on travaille avec les assos, donc on les écoutait. Et finalement, je pense qu'on a perdu un peu de temps, parce qu'il faut finalement, quand on a un problème scientifique et médical, ce qui doit primer, eh bien, c'est l'analyse scientifique du problème, et les aspects sociétaux doivent être certes pris en compte, mais dans un deuxième temps. Mais c'est d'abord la question de science qui doit être au cœur de notre débat. Et donc maintenant, ça y est, et en termes de prévention, ça y est, et on est en train d'avoir une série de propositions. Alors, en termes de prévention, la prévention majeure, c'est quand même
ça reste l'utilisation du préservatif. Hein. C'est une vraie réalité. S'il n'y avait pas eu ça et s'il n'y avait pas des politiques autour de prévention des risques, en particulier dans certains pays africains, on n'aurait pas une épidémie de 35 millions de personnes, mais on aurait le double, le triple. Enfin, ça serait, et on sait très bien qu'en fonction de la décision politique, mais je pense qu'on en parlera beaucoup plus dans le deuxième exposé, de la volonté politique de dire c'est une priorité en termes de prévention, eh bien, il y a des pays qui sont de bons élèves ou de mauvais élèves et que ce n'est pas seulement un problème de moyens financiers qui joue bien sûr un rôle, mais que c'est un problème de décision politique. Alors, après avoir dit, bon, le message, c'est la prévention, les modifications des comportements. Oui, mais si ça ne marche pas, alors on baisse les bras ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on essaie d'inventer autre chose? Alors, évidemment, pour un chercheur, il est obligé d'inventer autre chose. Il est obligé de se poser la question et d'avancer. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il va résoudre le problème. Et il va probablement additionner, vous voyez que c'est des additions de boîtes qui vont faire que peut-être un jour on arrivera à casser l'épidémie, mais que ce n'est pas sûrement pas une des boîtes et sûrement pas uniquement l'aspect de prévention biomédicale et que les comportements sociétaux sont évidemment totalement fondamentaux. Alors, pour ça, on a eu quelques avancées significatives au cours des dernières années. La circoncision. La circoncision qui est effectuée chez de jeunes garçons africains, et le premier essai est un essai mené par des scientifiques français. C'est un essai ANRS qui a été mené en Afrique du Sud, avait montré qu'il y avait une réduction chez les jeunes hommes circoncis, une réduction de l'ordre de 58% du risque de transmission. Donc un acte qui est unique et qui permet ensuite non pas de résoudre, mais de diminuer de façon significative le risque de transmission. Ça a fait beaucoup de débats. C'était un essai unique, il était français. Il a été, ça fait énormément de bruit au moment où ça a été présenté dans le congrès initial, mais les Américains et les grands de l'OMS n'y ont pas cru, parce que c'était le seul essai. Bon. Moi-même, je venais de prendre à ce moment-là la direction de l'ANRS, et j'étais, à vrai dire, j'étais pas au courant de cet essai quand j'ai pris la direction, et je me suis trouvé avec le résultat, et à avoir à gérer les médias autour des résultats de cet essai. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis après, je me suis dit, mais quand même, c'est un essai qui est très fondateur, donc je l'ai fait immédiatement auditer par un audit international pour savoir s'il n'y avait pas d'erreur, hein, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. L'audit m'a rassuré, et il m'a confirmé qu'il y avait bien, on était bien dans cette zone de 55 à 58% de réduction des risques. Alors, ce qui a changé la donne, c'est qu'il y a eu 2 essais menés par le NIH, menés aussi en Afrique, mais dans d'autres pays, au Kenya et en Ouganda, qui sont sortis 1 an et demi plus tard et qui ont retrouvé exactement le même résultat, autour de 55-56%. Et donc, à partir de là, il y a une décision de l'OMS de stratégie de mise en place de la circoncision, pas partout, dans les pays où le taux de circoncision est faible, où la prévalence et l'incidence de l'HIV est forte, et où donc il y a une politique de santé qui est possible. Donc voilà un premier moyen biomédical qui est amené, en tout cas par la recherche, ce qui ne veut pas dire qu'il est en place maintenant. C'est autre chose. Hein. C'est complètement autre chose. Est-ce qu'il est opérationnel dans les pays et est-ce que ça a été mis en place en termes de santé publique? C'est une autre histoire. Alors, deuxième outil possible, ce sont les microbicides. En effet, la question en termes de prévention, c'est que ça repose essentiellement, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible, ça repose essentiellement sur les hommes. Et les femmes sont à côté. Hein. À la fois mettre un préservatif, la circoncision, modification des comportements, les femmes sont à côté. D'où une recherche très active sur les microbicides, et avec, pendant un échec total de très grands essais, il y a eu plus de 10 essais sur les microbicides, qui n'ont donné aucun résultat. Dans les 3 dernières années, eh bien, on est passé par le chaud et le froid. Le chaud, c'est l'essai Caprissa, qui a montré, vous voyez, avec un gel qui contient un antirétroviral et qui est appliqué par la femme quand elle le souhaite, au moment où elle le souhaite, donc elle gère sa sexualité et sa prévention, et bien avec une réduction qui n'est pas très importante, mais qui existe et qui est particulièrement importante si l'adhérence est très bonne. Et puis après, on a eu 2 essais qui n'ont pas confirmé ces résultats. Donc on est dans une situation un peu difficile où le proof of concept, l'idée même qu'un gel d'un antirétroviral appliqué au bon moment, avec une bonne adhésion, puisse marcher, il est là, mais somme toute avec non plus des résultats qui ne sont pas non plus complètement béton, je dirais, en termes de recherche. Alors, l'avenir, c'est probablement des nouveaux microbicides, toujours qui contiennent des antirétroviraux, mais avec un anneau vaginal
qui permettra d'avoir un anneau qui permettra d'être mis une fois et donc pas d'oubli de la mise du gel, puisque le gel, par définition, c'est quelque chose qui doit être renouvelé. Donc on est en train d'attendre les résultats de ces essais. Troisième approche, c'est utiliser les antiviraux à visée préventive, c'est-à-dire sur une population qui est séronégative, qui prend des risques, c'est se dire, si je donne des antirétroviraux avant la prise de risque ou accompagnant la prise de risque, je vais finalement les utiliser à visée préventive. Bon. Moi, on m'aurait dit qu'on se lancerait dans ce type de recherche il y a 5 ou 6 ans, je vous aurais dit 100 mois. Bon. Et puis, vous voyez, je suis toujours directeur de l'ANRS, et l'ANRS finance un essai autour de ça. C'est-à-dire que c'est une vraie révolution culturelle. Se dire qu'il y a des gens qui prennent des risques, qu'on leur conseille de ne pas prendre de risques, mais qui continuent à les prendre, et de se dire, est-ce qu'on laisse finalement les choses se faire, ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau? Alors, la science doit avancer. Donc, la science avance. Et il y a eu un essai, qui est l'essai IPREX, qui a été mené aux États-Unis, où c'est dans une population, mené aux États-Unis et dans un certain nombre de pays du Sud, justement beaucoup dans les pays du Sud, et qui a montré qu'en prenant des antirétroviraux chez les personnes séronégatives, à titre préventif, avant la prise de risque, qu'ils ne connaissent pas, c'est une prise de risque aléatoire, eh bien, il y avait une réduction dans le bras qui prenait les antirétroviraux par rapport au groupe placebo d'environ 42%. 42%, ce n'est pas 100%, mais c'est déjà beaucoup, 42%. Si on avait déjà un vaccin à 42% dans le domaine du VIH, je serais relativement content. Donc ça veut dire que, vous voyez, puis il y a d'autres essais qui l'ont confirmé. Par contre, vous voyez que ça marche en prévention chez l'homme, que ça ne marche pas chez la femme, parce que chez la femme, l'accès des antirétroviraux dans le liquide vaginal, les concentrations dans le liquide vaginal, les problèmes de pharmacocinétique ne sont pas les mêmes, alors qu'il y a un très bon passage, au contraire, dans le liquide séminal. Alors, c'est toute une discussion actuelle qui a conduit, à partir de l'essai IPREX, les États-Unis et la FDA, donc, qui est l'agence d'autorisation des médicaments aux États-Unis, à mettre l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis depuis le 1er août 2012, ce médicament, qui est donc une association, le Truvada, une association de 2 antirétroviraux à visée préventive, c'est-à-dire que vous êtes aux États-Unis, vous pouvez avoir accès à ça, vous prenez des risques, vous voulez continuer à prendre des risques, eh bien vous pouvez vous mettre sous Truvada à titre préventif. Alors, ça pose des tas de questions. Premièrement, est-ce que 42% c'est suffisant? La réponse est non. Est-ce qu'il ne faut pas trouver autre chose et avoir, par exemple, un traitement intermittent juste au moment de la prise de risque et pas d'avoir un traitement continu, puisque c'est des gens qui ne sont pas malades, c'est à visée préventif. Alors, c'est notre approche en France, et nous avons un essai Hypergay qui s'intéresse à cette question, c'est-à-dire du traitement intermittent au moment de la prise de risque. Après, il y a d'autres questions. Est-ce que ça ne va pas entraîner de résistance du virus? Est-ce qu'on ne va pas générer une résistance plus globale dans la population gay, par exemple? Qui va payer? Qui va payer? C'est des gens qui prennent des risques. Moi, je comprends que dans la salle, il y a des gens qui puissent dire, finalement, ils n'ont qu'à pas prendre de risques. Pourquoi on irait payer pour eux? C'est une vision un peu négative, mais elle existe. Cela dit, vous ne vous posez pas trop la question pour payer les soins de quelqu'un qui a fumé toute sa vie. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi relativiser. Donc, il y a des tas de problèmes sociétaux, et il y a une série de discussions autour de ça qui se font et dont on est en plein dedans. Il y avait hier une réunion avec le milieu associatif qui considère que mener un essai contre placebo n'est pas une bonne chose. Donc c'est une approche en termes de prévention qui est intéressante. Alors, l'autre approche, c'est toujours avec le traitement comme prévention. Elle est différente. C'est se dire, plus on traite tôt une population séropositive, c'est peut-être bien pour chacun des patients séropositifs, mais en termes populationnels, la masse de virus circulante, elle va diminuer. C'est-à-dire que si on traite le plus tôt possible les personnes qui ont été dépistées, eh bien, ça va diminuer. Alors, autour de cette question, eh bien, il y a eu des modèles mathématiques, c'est la même chose qu'évoquait Philippe tout à l'heure, qui ont montré qu'en ayant ce type d'attitude, eh bien, on pourrait probablement réduire, dans une perspective de 15 ans à 20 ans, le risque de transmission avec une cassure de l'épidémie significative dans les pays les plus à risque. Nous menons
Pour l'instant, c'est purement intellectuel comme raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a des débats sans fond, parce que vous imaginez, si on a déjà du mal à avoir l'accès aux soins pour les pays du Sud, s'il faut traiter tout le monde dès le dépistage, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus coûteux. Donc nous menons avec certaines équipes françaises un essai en Afrique du Sud qui pose exactement cette question-là, qui a lieu au Botswana, et qui compare deux populations, une population traitée selon les recommandations de l'OMS à titre individuel, et une population qui est traitée en termes de population. Je vais terminer, Philippe. Donc c'est le protocole TASP qui est là. Donc tout ceci a conduit le directeur du NIH, qui s'occupe plus particulièrement des aspects de maladies infectieuses, Anthony Fauci, qui est une très grande personnalité à la fois scientifique et stratégique, de vision globale sur ce débat, à dire que finalement, avec l'ensemble de ces outils, eh bien, nous étions peut-être à un moment assez critique en termes à la fois de recherche et donc d'investissement dans la recherche et donc de recherche opérationnelle pour peut-être non pas éliminer, mais commencer à casser l'épidémie, et qu'on était à un moment relativement stratégique autour de ça. Vous voyez bien la différence entre la stratégie de prévention et puis la stratégie, au contraire, beaucoup plus ciblée, très nord, qui est autour du Sud. Alors après, juste quelques mots pour le vaccin, pour vous dire que pourquoi finalement nous n'avons pas de vaccin et pourquoi nous avons un relatif échec sur le vaccin. Alors d'abord, il n'y a pas que le vaccin contre le VIH qui est un échec. Il y a d'autres grands échecs dans les maladies infectieuses autour de vaccins. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est justement, d'ailleurs, il faut qu'on s'associe, parce qu'on sait maintenant, depuis assez peu de temps, finalement, pourquoi un vaccin marche ou ne marche pas. Plus exactement, certains vaccins qui marchent très bien, on a pu comprendre le mécanisme intime immunologique de façon relativement récente. C'est le cas de la fièvre jaune, par exemple, qui avait été construit de façon un peu aléatoire, et on sait maintenant quels sont les mécanismes immunologiques qui font qu'il va marcher ou pas. Et on essaie de comprendre pourquoi, finalement, tel autre vaccin ne marche pas. Alors, dans le domaine du VIH, le point clé, c'est que ce virus, il infecte le système immunitaire, il l'infecte, et on a dit qu'il y restait sous une forme latente, mais non seulement il y reste sous une forme latente, mais même sous une forme latente, il y a une série de signaux et de contacts qui sont avec la biologie de la cellule, qui font qu'il y a un certain nombre de protéines qui sont sécrétées sous l'influence de signaux très précoces dans des premiers signes de replication, qui induisent des signaux d'immunosuppression et qui font que la cellule est dans un relatif état d'immunosuppression, alors même qu'il n'y a plus de replication virale. Et c'est là le grand enjeu. Et donc que la réponse, en particulier au vaccin, ne se fait pas dans les bonnes conditions. Alors, on a quelques signaux, en particulier avec un essai vaccinal qui a eu lieu il y a 3 ans et dont on a eu les résultats qui montrait un taux d'efficacité de l'ordre de 40%, mais vous voyez que c'est quand même pas pour un vaccin, c'est évidemment pas le gold standard. Et on sait maintenant pourquoi les gens qui répondaient et qui étaient protégés, entre guillemets, quels étaient les corrélats immunologiques qui les protégeaient. Donc ça, on commence à avoir des choses un tout petit peu solides en termes de corrélats. Alors, et en particulier, il y a une chose qu'on a longtemps négligée. On a très longtemps cru que c'était la réponse T qui était très dominante, et on sait maintenant qu'elle est nécessaire, mais qu'elle n'est pas suffisante, et qu'il y a besoin d'un certain nombre d'anticorps neutralisants, et on sait mieux maintenant sur quelles zones du virus sont dirigés ces anticorps neutralisants. Alors, sur la recherche au vaccin, elle n'est pratiquement pas faite par l'industrie pharmaceutique globale. Il n'y a que 2 grandes compagnies qui travaillent sur le vaccin. Il y a GSK et puis Sanofi-Aventis. Et elle est essentiellement portée par des institutions et par de la recherche académique. Et c'est à la fois les limites, c'est à la fois la beauté aussi, mais, et puis ensuite, dès qu'il y a quelques pistes, eh bien, il y a bien sûr des compagnies de biotechnologie qui prennent le relais. Alors, bon, la stratégie de l'agence est elle, de s'être intéressée finalement aux cellules dendritiques, qui sont des cellules qui sont au départ de la réponse immunitaire et qui vont faire qu'on va orienter la réponse immunitaire vers telle ou telle direction. On sait maintenant qu'on a des anticorps dirigés contre certaines protéines de ces cellules dendritiques qui vont incliner, faire diriger la réponse, donner des signaux vers tel ou tel type de direction. Et si on couple à ces anticorps des antigènes du VIH qui pour immuniser, eh bien, on a à la fois une direction vers tel ou tel type de réponse immune et une direction vers la réponse immune spécifique anti-VIH. Donc c'est l'approche de vaccination via la modulation
des cellules dendritiques. Elle n'est pas seulement faite actuellement dans le cadre que du VIH, il y a d'autres domaines. C'est quelque chose qui est un peu mode. J'espère que ce n'est pas seulement mode et qu'on va avoir une série de résultats un peu tangibles. Donc c'est ce que nous menons dans le cadre d'un LabEx qui a été créé à cette occasion, le Vaccine Research Institute. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Juste pour vous rappeler à la fin que j'ai peu parlé du Sud et j'ai quelques slides sur le Sud, mais je pense que c'est un peu tard. Juste pour en dire un tout petit mot, qui est le partenariat, d'une fois de plus, avec le Sud. Donc, vous l'avez compris, l'agence finance de façon très multidisciplinaire, allant des sciences humaines et sociales à des aspects de génomique, à des aspects de recherche clinique. Et qu'évidemment, la recherche au Sud, elle est plus sur la recherche clinique et translationnelle, mais aussi sur les aspects de sciences humaines et sociales. On y consacre 25% du budget. On a une série de sites dans le monde. On a décidé de se focaliser sur une série de sites. Bien sûr, l'Afrique francophone, mais aussi l'Asie, le Brésil. Et on a maintenant un nouveau site avec l'Afrique du Sud. Et l'Égypte, c'est pour ça que je vous parlais de l'anecdote Égypte, parce qu'on a un site hépatite en Égypte, parce qu'il y a un problème de santé publique. Les Égyptiens nous avaient appelé un peu au secours avec l'Institut Pasteur et un groupe de santé publique d'Arnay-Fontanet. Alors, c'est une politique scientifique, c'est une politique de partenariat avec les programmes nationaux qui se fait. Donc, c'est un mélange à la fois de science qui est portée par les chercheurs, mais aussi d'une science qui est pilotée un tout petit peu dans ses grandes orientations. Donc, c'est un équilibre qui est très particulier, je pense, à l'agence, parce qu'on a les moyens de le faire. Il y a une articulation avec les programmes nationaux. C'est le cas du programme égyptien, je vous en ai dit un mot. Mais il y a une articulation aussi avec les directives de l'OMS. C'est une recherche qui doit déboucher à court et moyen terme sur une modification des grandes styles de stratégie. Et je dis volontiers que la moitié à peu près des directives de l'OMS sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, dont j'ai très peu parlé aujourd'hui, eh bien, sont issues d'essais menés par l'ANRS. C'est vraiment du science-driven pour ensuite les recommandations qui sont portées. Et c'est notre rôle, on n'a pas à rentrer dans les aspects stratégiques, ça c'est le problème de l'OMS, mais on a à rentrer d'apporter la meilleure science pour que les décisions puissent s'appuyer sur des choses scientifiques. Alors, on a très peu fait dans le bâtiment, mais vous voyez qu'il y a quelques collaborations quand même avec des sites à la fois au Cameroun, mais c'est des choses qui sont des bâtiments des programmes nationaux et dans lesquels on vient s'insérer. Et il y a des chercheurs et à chaque fois, il y a un porteur nord et un porteur sud sur les projets. C'est très multidisciplinaire, hein. Donc c'est vraiment le nœud clé de la recherche au sud. On a par exemple un gros projet qui peut être clinique, et là-dessus viennent se mettre des sciences humaines et sociales, des basic science. C'est une politique de consortium, elle peut être sur d'ailleurs plusieurs sites, et c'est vraiment cette stratégie-là qu'on porte. Il y a de l'animation, vous voyez, sur un site qui était à Abidjan. Malgré la guerre civile en Côte d'Ivoire, on a maintenu la recherche, et avec une recherche de très haute qualité. Ils ont fait de New England, qui est le plus grand journal de recherche biomédicale, pas en sciences fondamentales, mais en recherche clinique, pendant la guerre civile sur la Côte d'Ivoire. Donc on a maintenu notre position, que les Américains étaient partis, par exemple, et puis ça travaille en réseau. Enfin, dernier point, et j'insiste beaucoup là-dessus, ça donnera peut-être la transition par rapport au prochain exposé. Tout ceci se fait dans un contexte éthique qu'on a souhaité codifier, et nous avons mis en place une charte éthique de la recherche en partenariat avec le Sud. Et c'est construit à la fois avec les patients du Sud, les chercheurs du Sud, et puis bien sûr les chercheurs du Nord. Et ça je trouve ça totalement essentiel, parce qu'on ne va pas dans cette recherche au Sud, certes on va pour faire avancer des questions scientifiques, mais on ne va pas uniquement prendre des prélèvements pour aller se retourner et les traiter ailleurs, mais c'est véritablement avec une construction et la formation à la fois du savoir pour les chercheurs, et puis bien sûr d'apporter un certain nombre de politiques, de stratégies de santé publique qui peuvent être apportées à partir de nos recherches. Et pour ça, il faut qu'il y ait des règles éthiques qui aient été bien sûr très définies. Pasteur fait bien sûr le même type d'approche, mais on n'insiste pas suffisamment sur le fait que les règles d'éthique en recherche, elles sont bien sûr absolument nécessaires au Nord, mais encore plus quand on est dans un partenariat avec le Sud, et que c'est le fondement même de notre position sur la recherche au Sud. Merci beaucoup.